Fils illégitime d'un immigrant espagnol devenu riche planteur de canne à sucre et d'une modeste cuisinière, Fidel Castro, élevé dans la tradition catholique, va à l'école chez les jésuites et poursuit de brillantes études à l'université de La Havane. Après 2 expériences révolutionnaires manquées, à Saint-Domingue et au Mexique, Castro revient à Cuba, empoche un doctorat en sciences sociales et un autre en droit. Fidel Castro devient avocat, il défend les pauvres et attaque en justice le général Batista qui vient de renverser le gouvernement. Comme Fidel Castro ne parvient pas à chasser le nouveau maître de Cuba par la voie légale, il organise une insurrection armée. Sa cible, la caserne de Moncada. 80 assaillants tombent sous les balles de l'armée. La bataille perdue marque la naissance de la révolution cubaine. Pour son forfait, Castro est condamné à 15 ans de prison. Il est amnistié en 1955 et part pour le Mexique où il rencontre un jeune Argentin, un certain Ernesto Guevara. Fidel Castro, à cette époque réformateur et épris de justice sociale, avec moins d'une centaine de ses compatriotes, débarque clandestinement à Cuba. Son but, en finir une fois pour toutes avec le dictateur Batista. Informé du projet des rebelles, l'armée massacre les guérilleros. Castro et une vingtaine de rescapés se réfugient dans la Sierra Maestra, d'où ils harcèlent le régime. Finalement, les Américains lâchent Batista, Castro et ses troupes prennent la Havane. Pour Washington, Fidel est devenu une alternative démocratique à la dictature. Au pouvoir, Castro alphabétise la population et développe une ambitieuse politique de santé publique. Mais suite à des différends bancaires et pétroliers avec les États-Unis, il nationalise 1 200 000 hectares appartenant à des riches cubains ou à des sociétés nord-américaines. Nouvel épisode dans la tension américano-cubaine. En représailles, Washington tente de ruiner Cuba pour faire tomber Castro. En réponse, le dirigeant cubain renforce ses liens avec l'URSS et quand les Américains bombardent la Havane, Fidel Castro déclare socialiste la révolution cubaine. Après avoir neutralisé dans la baie des Cochons un débarquement militaire d'opposants cubains, aidés par les États-Unis, Castro affirme qu'il est marxiste-léniniste. Il accepte l'idée d'un parti unique, formé sur le modèle des démocraties populaires. Le renseignement américain détecte la présence de rampes de lancement, de missiles, de bombardiers et de conseillers militaires soviétiques à Cuba. C'en est trop pour l'Amérique. Kennedy demande à Khrouchtchev l'arrêt des opérations sous peine de représailles nucléaires. Le monde entier retient son souffle. Les Russes reculent, un blocus naval américain asphyxie Cuba. Cette fois, c'en est fini des relations diplomatiques entre Washington et la Havane, qui se met sous la protection de Moscou. Castro soutient des mouvements de guérilla communistes en Amérique latine, dans les Caraïbes, et à partir de 1975, l'armée cubaine intervient de façon directe dans des conflits en Afrique, et particulièrement en Angola. Loin du conflit angolais, à Cuba, celui qui se dit le défenseur des mouvements progressistes du tiers-monde exile ou emprisonne des milliers d'opposants. Certains sont même exécutés. No society has achieved the moral standards that our society has in the 21 years of the revolution. En 1978, le dictateur relâche des prisonniers et en 1980, Castro laisse partir 125 000 candidats à l'immigration. Le camp socialiste s'effondre, la pénurie menace Cuba. Castro riposte en libéralisant des secteurs de l'économie. Mais sur le plan politique, l'Assemblée nationale renforce les pouvoirs de Castro à la tête de l'État et le Parti communiste cubain demeure le seul parti autorisé. Fidel Castro a annoncé de nouvelles concessions en matière d'économie. L'Amérique renforce son blocus autour de Cuba. Fidel Castro, officiellement, se dit toujours opposé à une transition vers un système capitaliste. Pourtant, il continue de favoriser les initiatives privées et les investissements étrangers. Avec le droit de posséder des dollars américains, la criminalité explose. Les candidats au départ sont si nombreux que les États-Unis signent avec Fidel Castro un accord visant à réduire leur nombre. Pas d'accolade ni d'embrassade, mais une poignée de main franche, longue et chaleureuse. Porteur d'un message de paix, Jean-Paul II, anticommuniste notoire, rend une visite historique à Fidel Castro, le dictateur communiste,
porteur d'un message d'ouverture nécessaire à la survie du régime cubain. Fidel Castro est réélu président pour 5 ans, malgré un vent de fronde contre le nouveau pouvoir et son inamovible chef. Hasta la victoria siempre. La question de la fin du régime est sur toutes les lèvres lorsqu'en août 2006, El Commandante, 80 ans, malade, délègue ses fonctions de premier secrétaire du Parti communiste, de président du Conseil d'État et de chef des forces armées à son frère Raoul, 75 ans, numéro 2 du régime depuis 1997. L'année suivante, Fidel Castro annonce officiellement son retrait du pouvoir. En 2012, année de son 86e anniversaire, Fidel Castro apparaît au mois de mars en compagnie du pape Benoît XVI, alors de passage à Cuba. En 2013, les Cubains aperçoivent 2 fois Fidel Castro, une fois pour les élections législatives, une autre fois lors de l'annonce de la mort de celui qu'ils qualifiaient de meilleur ami, le président vénézuélien Hugo Chavez. Gladys Rubio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Le long règne de ce monstre sacré de la politique internationale est bel et bien terminé. Pourtant, qu'on le déteste ou qu'on l'admire, le mythe Castro continue.